Dans les années 70, Charlotte, le plastique, c'est la modernité. Le seul problème, c'est que nous sommes 40 ans plus tard. Et 40 ans plus tard, le plastique, c'est le symbole de l'artificiel, du jetable, de la pollution, du moche, bref, du plastoc. Et que serait notre société sans le plastique ? Industrie automobile, aviation, médecine, mobilier, lampes en plastique, le plastique, vous l'avez compris, c'est partout. T'as raison Lionel, seringues, lentilles de contact, bouteilles d'eau, emballage fraîcheur. Quoi de neuf fait tomber tous les préjugés en vous emmenant dans le monde du plastique. Quoi de neuf, c'est l'innovation, mais c'est surtout une nouvelle façon de penser. Nous sommes sur le toit de l'École européenne de chimie à Strasbourg dans le département polymères et matériaux. Ici, on fait de la recherche fondamentale sur le plastique. 3 types de recherche. Le plastique sans pétrole, bah oui, ça existe, ça s'appelle le plastique bio. Le plastique dégradable et enfin le plastique compatible avec notre corps humain. C'est peut-être finalement ça l'avenir. Mais avant cela, le plastique, ça vient d'où ? Contrairement à d'autres types de matériaux comme le verre, le fer ou l'acier, le plastique a une histoire assez récente. C'est au 19e siècle en Angleterre qu'on obtient le premier type de celluloïd, baptisé la parkésine. Mais ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que la plasturgie prend toute son ampleur. L'industrie, à court de matières premières, se tourne vers le plastique, plus accessible et moins cher. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on invente le célèbre libérateur de la ménagère, le formica. La plasticité désigne la capacité d'un matériau à être modelé. Autrement dit, le plastique est un terme générique pour désigner une matière plastique capable de prendre toutes les formes. Cela signifie que plastique ne veut pas dire synthétique. D'ailleurs, les premiers plastiques sont conçus à partir de polymères naturels comme le caoutchouc. Ce n'est qu'ensuite qu'apparaissent des plastiques industriels fabriqués à partir de combustibles fossiles comme le pétrole ou le gaz. Mais aujourd'hui, on revient au naturel, avec des plastiques issus de l'amidon, du blé, du maïs, du chanvre, de l'eucalyptus et même de la gomme produite par la cochenille. Schlatter, vous êtes physico-chimiste. Alors ici, dans ce laboratoire, on fait de la recherche fondamentale sur le plastique. Le plastique, on le sait maintenant, c'est partout. Mais le plastique, c'est quoi en fait ? Alors, avant que je vous parle et que je vous définisse ce qu'est un plastique, je vais déjà vous parler de polymère. Alors, qu'est-ce que c'est un polymère ? Un polymère, ça va être l'association de petites molécules qui vont former de grandes chaînes moléculaires et dû à l'association de ce qu'on appelle des monomères. Alors, si ça, c'est un petit peu abstrait pour moi, est-ce qu'on peut avoir une démonstration ? Alors, je vais, sur cette petite expérience, vous révéler, donc mettre en évidence ces fameuses chaînes de polymères. Donc, il y a un petit tourbillon qui est créé. Voilà, et on va les voir apparaître. Vous voyez les petites particules filamenteuses qui apparaissent en blanc. Ouais. Eh bien, c'est ces fameuses chaînes de polymères que je viens d'évoquer. Le liquide que vous mettez là-dedans se cristallise et fait des petits filaments. Voilà, donc on forme effectivement des petits cristaux qui ont l'allure, la forme de petits filaments. Ça, c'est pas du plastique. Donc ça, ce n'est pas encore du plastique, donc c'est effectivement juste le polymère. Alors le plastique, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être l'association de ces chaînes de polymères, un petit peu comme un plat de spaghettis. Et on va rajouter à ce plat de spaghettis un petit peu de sauce. Ça va être des adjuvants tels que des antioxydants, des anti-UV qui vont permettre au plastique de tenir dans la durée, d'avoir un plastique qui ne va pas se dégrader sous l'action par exemple des ultraviolets. Alors Guy, aujourd'hui recherche fondamentale oblige, vous travaillez ici sur les plastiques de demain ? Alors effectivement, nous travaillons sur les plastiques de demain avec un cheval de bataille qui est l'environnement durable et les plastiques pour le biomédical. Vous pouvez me montrer ça ? Donc on a ici des applications dans le domaine des plastiques issus des ressources renouvelables. Donc une première famille d'applications
par exemple sur ces gobelets, où on a des gobelets fabriqués en polyacide lactique. Et il faut savoir que l'acide lactique, en l'occurrence, est produit par la betterave. Ça, c'est de la betterave. Voilà, donc Plastique de la betterave. betterave fabrique l'acide lactique et ensuite les chimistes vont fabriquer l'acide lactique pour faire synthétiser le polymère et ensuite transformer en un gobelet. Ça, la petite marquette chez son livreur. Pareil. On peut demander de la betterave, bien que le plastique en soit déjà. Voilà, Okay. tout à fait. On passe à d'autres applications. Voilà, alors ensuite d'autres applications. Donc on retrouve ici des applications qui concernent l'amidon. Alors l'amidon, on va le retrouver par exemple dans le maïs. Donc ici on a un amidon qui est expansé. D'accord, c'est pour transporter et envoyer des colis. Exactement. Je dirais que principalement, l'application phare actuellement, c'est l'emballage, puisqu'il faut savoir que c'est l'emballage qui est le plus grand polluant. Et donc, l'action principale au niveau des applications concerne cette thématique de l'emballage. Et sur le sac en plastique, là, traditionnel, qu'a-t-il de particulier, ce sac en plastique? Alors, ce sac en plastique, là encore, va avoir une durée de vie contrôlée. Donc va garder son intégrité pendant un laps de temps de plusieurs mois et au fil du temps, il va se dégrader. C'est-à-dire qu'on va pouvoir transporter ses courses. Le jour où on n'en a plus besoin, ça passe dans le tri sélectif directement à la poubelle. Et quelques mois après, c'est fini, ça va retourner en poussière. Tout à fait. Alors, pas des poussières, mais donc on va avoir une dégradation qui va être effectivement contrôlée et dont les produits ne seront pas toxiques vis-à-vis de l'environnement. Les sacs plastiques, longtemps symbole absolu de la pollution, sont aujourd'hui réhabilités, car pour certains, ils se désagrègent complètement sur les sols sur lesquels ils sont déposés. Et comment ça marche ? Je vous invite à faire un tour sur le site de Neosac, où vous découvrez des sacs plastiques qui, sous l'effet de la lumière, de la chaleur et de l'oxygène, se transforment en une substance assimilable par les bactéries du sol. Résultat, aucun effet néfaste sur la composition des sols, la vie animale et la croissance des végétaux. Alors ici, Guy, on fabrique également dans ce laboratoire des plastiques biocompatibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors effectivement, nous travaillons sur des applications biocompatibles, c'est-à-dire des plastiques qui peuvent être intégrés par le corps humain, donc acceptés par le corps humain. Alors, exemple. On connaît tous le fameux capitaine Crochet, Ouais. qui malheureusement, si il avait réellement un implant métallique, aurait par exemple des nécroses à l'interface entre le crochet métallique et le bras. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est développer des implants qui seront en général en titane et on va synthétiser des polymères biocompatibles qui vont faire l'interface entre l'implant et le corps humain. Donc, ça, c'est le spaghetti que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, exactement. Et sur ce spaghetti, on est capable d'enfiler des molécules. Et ces molécules vont avoir des rôles bien précis, des rôles fonctionnels. Elles peuvent par exemple donner un apport de médicaments, de principes actifs. Elles peuvent permettre la minéralisation de l'os, par exemple, si on est dans une problématique liée à une ablation d'os, par exemple, suite à un cancer. Donc vous êtes en train de dire que le plastique peut soigner? Donc effectivement, le plastique peut soigner. Alors bien sûr, nous ne nous occupons pas de l'aspect biologique, nous travaillons en collaboration avec l'INSERM, mais nous développons ces molécules tout à fait spécifiques qui donnent une fonctionnalité dans le domaine du biomédical. Nous sommes à Waldigofen dans le Sungo. Ici, vous allez voir des applications concrètes du plastique. Du plastique pour l'industrie pharmaceutique et automobile, du plastique à base de pétrole, mais avec quand même une notion de développement durable. Alors, Hardy Fuchs, là, on est devant la machine qui est en train de travailler. Quel type de commande avez-vous? Donc là, on fabrique une boîte de transport pour les tubes de prélèvement. Ouais. C'est une boîte en polypropylène. Alors, il y a une chose, il est chaud, hein? À la sortie de presse, les pièces sont chaudes et elles refroidissent par la suite. Tout se passe ici, puisqu'on voit les pièces. Tout se passe sur la presse à injecter. On a un moule avec différentes empreintes et on sort une pièce finie. D'accord. Ça, c'est pour les clients, on va dire, pharmaceutiques. Pharmaceutique, ça peut être horlogère, ça peut être pierre précieuse, je dirais tout type de clients.
qui ont des objets précieux à envoyer. Et la presse, on n'a qu'à changer les moules et après ça roule. Et on refait d'autres pièces. Alors j'ai vu un petit peu plus loin, sur les autres robots que vous avez là, Hardy, vous avez visiblement des clients dans l'automobile française. Oui, bien sûr. Alors là, c'est le robot qui travaille actuellement. Là, c'est un robot 6 axes qui permet en même temps de faire une finition de la pièce. Propriété, ça tient la chaleur. Ça tient la chaleur, c'est une résistance à 150-180 degrés en continu. Est-ce qu'on peut imaginer un jour, Hardy, que ce type de pièce en plastique pétrole se retrouve dans nos voitures avec du bioplastique? Sans pétrole, ça va être dur. Pourquoi? Aujourd'hui, il faudrait usiner entièrement cette pièce, donc un coût de revient beaucoup plus onéreux. Alors aujourd'hui, ce que vous faites, ce sont des pièces petites sur un des robots qui acceptent aussi bien des billes pétrole en plastique que du bioplastique. Alors ça, Hardy, c'est la machine qui n'utilise pas de plastique à base de pétrole. Exact. On essaye de remplacer, je dirais, la matière traditionnelle issue du pétrole par du bioplastique. Alors c'est quoi ça? Ça, c'est un spéculomoléculaire, Ouais. donc qui permet de contrôler, je dirais, l'intérieur des oreilles par les médecins, par les urgences. Et alors j'ai la version en noir, regardez bien. Oui. Hop. Alors, la noire, c'est à base de pétrole. Ouais. La blanche, c'est du bioplastique. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Justement, le bioplastique et ses granulés, eh bien c'est Inès, c'est vous qui les commercialisez. Est-ce que le bioplastique aujourd'hui, c'est une vraie alternative au plastique pétrole? Exact, on a vraiment des applications concrètes, des produits vraiment substituables à proposer par rapport à ces matières pétrole. C'est vraiment très important parce que, comme vous le savez, le pétrole est une matière qui risque de manquer un jour. Donc travailler et proposer ces produits-là, c'est vraiment une volonté dans laquelle Polymix souhaite s'inscrire. Et vraiment on y est arrivé parce que vous pouvez voir qu'il y a au jour d'aujourd'hui des applications vraiment concrètes. Alors je posais la question à Hardy, quel intérêt pour un médecin de faire cette mini-pièce en bioplastique? J'imagine que c'est beaucoup plus cher quand même que le pétrole. Tout à fait, mais Polymix a vraiment souhaité proposer ces produits-là pour que demain un médecin puisse proposer un produit biodégradable et s'inscrire dans une ressource, une démarche vraiment environnementale. Voilà, il faut penser à la terre qu'on laisse à ses enfants. Voilà, en gros, c'est ça. ce qu'on va laisser à nos enfants. Autre objet avec cette chose-là, les petits trous là, c'est bien pensé. C'est très bien pensé, c'est très bien conçu. Donc c'est un pot à base d'amidon de pommes de terre. Donc quand vous achetez votre plante dans un pot en matière biodégradable, vous le plantez directement, le pot va se dégrader, vous n'avez plus de pot qui vous reste sur les bras après avoir planté vos fleurs. Qu'est-ce que ça va laisser dans la terre? Alors ça va laisser de la biomasse, donc c'est-à-dire que cette matière va se dégrader avec le contact des micro-organismes et ça va se transformer en carbone, en eau, etc. Ça, c'est à base de quoi? Amidon de pommes de terre. Amidon de pommes de terre. Est-ce que tout ça a un coût? Si on doit comparer ce type d'objet par rapport au pétrole, on est quoi? Dans un delta de quoi? De 1 à 2? Alors, grosso modo, deux fois et demi plus cher qu'un plastique conventionnel. Et dernier point, est-ce qu'il y a des pièces, pour l'instant, on ne peut pas les faire en bioplastique? Possible, il y a certainement des limites, mais c'est des matières qui sont très innovantes, qui sont, comme vous le disiez, assez jeunes sur le marché. Donc on n'est vraiment pas à la limite, on n'est pas du tout arrivé aux limites de ces produits. Je pense qu'il y a de très bonnes innovations qui nous attendent. Et il y a beaucoup de choses encore à apprendre sur ces produits biodégradables. En gros, le plastique n'est pas mort, quoi. Non, du tout. Voilà. Attention, le plastique est-il toujours recyclable? En fait, il existe 7 types de plastique et pour chacun, sa poubelle et son logo. Ce qu'il faut retenir, c'est que les logos représentent un triangle numéroté de 1 à 7. Seuls les 6 premiers sont recyclables et les plastiques de type 1 et 2 sont les plus répandus. Le plastique de type 1, celui des bouteilles d'eau et des emballages fraîcheurs pour les salades. Il se recycle parfaitement et sera transformé en fibre polaire par exemple. Le plastique de type 2, c'est celui de nos briques de lait, de nos bouteilles de shampoing et de nos gels douche. Après recyclage, on en fait des bouteilles d'huile, des stylos, voire même des revêtements de sol. Par contre, lorsqu'un logo porte le numéro 7, celui du polycarbonate, le plastique n'est absolument pas recyclable et il peut même être dangereux. Un exemple, celui du bisphénol A contenu dans le plastique des biberons. Récemment, ce composant a été dénoncé et les fabricants promettent de mettre très bientôt sur le marché des biberons sans bisphénol A, c'est-à-dire tout à fait sains pour la santé des bébés.
Alors nous sommes à quelques kilomètres de Bâle, à Val am Rhein, ici dans le showroom de l'usine Vitra. Alors vous le voyez, parfois quand c'est artistique, le plastique, ça peut être fantastique. Alors il faut savoir que l'entreprise Vitra est l'un des plus grands éditeurs du mobilier en plastique. Alors Mathias Remellet, vous êtes le commissaire d'exposition du musée. Je rêvais de découvrir cette chaise, c'est la fameuse chaise Pantone qui date de 1967. Qu'avait-elle pour l'époque de révolutionnaire ? Cette chaise a été fabriquée en 1967, mais l'idée date de bien avant. À la fin des années 50 et au début des années 60, Pantone avait déjà eu l'idée de fabriquer une chaise en plastique à la forme inhabituelle. Et durant des années, il avait essayé de trouver un fabricant pour mettre en œuvre son idée. Mais la plupart des gens lui disaient que c'était impossible de construire une telle chaise avec les matériaux et technologies existants. C'est pourquoi, au début des années 60, il s'est adressé à l'usine Vitra qui lui a dit « D'accord, ça ne va pas être simple, mais on va essayer de fabriquer cette chaise. » Mathias, est-ce que ça a été un vrai défi technique de réaliser cette chaise en 67 ? Oui, la difficulté, c'était de trouver la bonne technique et le bon matériau pour produire cette chaise en série. La première version avait été fabriquée dans une matière plastique très à la mode dans les années 60. Il s'agissait de polyester renforcé de fibres de verre. Mais c'est un matériau qui n'est plus utilisé dans l'industrie du meuble aujourd'hui. Ils ont changé plusieurs fois de matériaux pour des raisons écologiques et économiques. Aujourd'hui, ces deux chaises sont identiques. L'une est très brillante, l'autre mate. Quelle est la différence ? La différence se situe au niveau du matériel utilisé pour les différentes chaises et également au niveau de la technique de production. Par exemple, la blanche est en polyuréthane, un matériau plastique de couleur marron. Cela signifie que si on veut obtenir cette chaise dans une autre couleur, il faut la laquer. C'est donc un travail artisanal supplémentaire qui donnera un modèle plus cher que le modèle basique. L'autre modèle est en polypropylène, qui est un matériau plastique conçu à la fin des années 80, début des années 90, et qui est très populaire aujourd'hui dans l'industrie du meuble. Ce matériau a déjà sa couleur définie, ce qui veut dire que la chaise n'a qu'à sortir du moule et elle est déjà prête. Cette chaise-là est très jolie, tandis que celle-ci est plus abordable. La Vitra, c'est un des plus grands éditeurs, je le disais tout à l'heure, de mobilier en plastique. C'est le musée Vitra, à quelques mètres d'ici, et dans les sous-sols, on restaure le plastique. Nous sommes dans l'atelier de restauration du musée Vitra. Ici, on restaure les œuvres en plastique avec Richard Adler, qui est le spécialiste de la restauration. Bonjour Richard, des œuvres en plastique. Alors, quel type d'œuvres vous avez ici ? En fait, ici, nous sommes spécialisés dans les matériaux plastiques parce qu'au XXe siècle, on est passé du matériau traditionnel, tel que le bois ou l'acier, au plastique. C'est pourquoi nous nous concentrons essentiellement sur le plastique et 30% environ de notre collection est en plastique. Alors Richard, est-ce que c'est une œuvre d'art rare ? C'est effectivement une chaise rare créée en 1968 par Joe Colombo. Le principe était de pouvoir changer l'agencement des tubes de la chaise à sa guise. Ceux-ci peuvent être insérés les uns dans les autres afin de transporter la chaise avec soi. Cette composition permet un positionnement variable pour le confort de l'utilisateur. Ok. Est-ce que le plastique qui est abîmé ici, est-ce que vous allez le changer ?
Non, nous n'allons pas le changer car à ce stade de la conservation, nous essayons de préserver le matériau tel qu'il est. Vous pouvez voir exactement ici ce que subit le matériau. Vous voyez, ce n'est pas du polyuréthane ancien. C'est exactement le matériau que nous avons ici et il est très doux. Celui-ci est déjà un matériau vieilli, usé par la lumière et la chaleur, et on peut voir qu'il change de couleur. Mais c'est aussi un matériau friable et cassant. Et quand il est dégradé au plus haut point, ce matériau est complètement friable et cassant. C'est comme ça. Là, c'est de la poussière. Exactement. Alors Richard, d'autres pièces rares sont ici au musée Vitra, des pièces que vous travaillez. Quel est le problème là ? Cette chaise a été créée en 1983 par le designer italien Gaetano Pecce. Vous en avez un échantillon ici et vous pouvez voir que c'est aussi du polyuréthane, un matériau très élastique qui, de par sa consistance, ne peut pas tenir debout tout seul. Ce plastique a permis de fabriquer ça. Exactement, c'est ce matériau-là. Et le problème que nous rencontrons avec celui-ci, c'est qu'il n'est pas seulement flexible, il est aussi très lourd. Et que se passe-t-il quand on essaye de le manipuler? Il se déchire très facilement. Ce qu'il a donc fallu faire, vous voyez ici, il y a une grosse déchirure, une déchirure d'à peu près 27 cm de long. C'est d'essayer de recoller cette déchirure. Nous n'avons qu'une seule tentative pour le faire, et la difficulté de la chose, c'est qu'il nous faut trouver une colle qui puisse réassembler les deux parties. Et en général, Richard, combien de temps dure une restauration? C'est difficile à dire, mais nous devons prendre notre temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on essaye de recoller une déchirure comme celle-ci, il faut que le collage soit parfait. Par exemple, pour cette chaise, cela nous a pris plus d'1 an et pour celle-là, nous n'avons toujours pas trouvé de solution adéquate. Nous sommes toujours en train d'en chercher une et cela fait déjà 3 ans que nous nous penchons sur le problème. Nous préférons exposer au musée une chaise qui n'a pas été restaurée plutôt qu'une chaise mal restaurée. Nous devons donc être prudents en termes de restauration. Alors Richard, après cette chaise de Gaetano Pecce, on termine avec un designer français? Oui, Maurice Kalka. Ce bureau est appelé Boomerang et il a été créé en 1968. Je trouve qu'il est en excellent état. Il a meilleure allure maintenant, mais en fait il a subi un grave accident. En effet, le problème avec ce matériau, c'est qu'il est très friable. S'il subit une trop grande pression, il se casse comme du verre. On a donc chauffé la surface du bureau pour permettre au matériau de redevenir très flexible. Un autre grand avantage du plastique, c'est qu'il revient facilement à sa forme initiale. Et en chauffant, ça n'a pas cassé le plastique. Il a fallu exercer une pression de l'intérieur. Vous voyez, il reste quelques craquelures, mais la forme et la surface sont redevenues comme avant. Et Richard, vous pensez que dans un siècle, toutes ces magnifiques œuvres d'art en plastique existeront encore ? Peut-être, mais nous sommes encore à l'aube de la restauration du plastique. Pour les autres matériaux, tels que la peinture par exemple, il existe déjà un grand savoir-faire. Mais ce n'est pas encore le cas pour le plastique. On vient juste de commencer à restaurer ce type de matériaux. Il faudra que nous commettions des erreurs, car c'est en faisant des erreurs qu'on apprend le plus. Alors à l'avenir, avec plus d'expérience dans la restauration, on trouvera peut-être de nouvelles solutions. Thank you, Richard. Le plastique a bien évolué depuis les débuts du tout plastoc et ce n'est pas fini. L'avenir nous réserve encore quelques petites merveilles. Grâce à la technologie OLED, un simple morceau de plastique transparent peut se transformer en un écran ultra fin d'1 ou 2 mm d'épaisseur et complètement flexible. Plus fort que les écrans LCD, les écrans OLED sont aussi moins voraces en énergie. Et ce n'est pas tout, les travaux du professeur allemand Lenlein montrent que certains plastiques ont une mémoire. Ils peuvent se souvenir de leur forme. Cela fonctionne avec la chaleur. Les chimistes peuvent modeler des formes froides et des formes chaudes. Par exemple, avec ce ruban, lorsqu'on le plonge dans l'eau chaude, il se déroule tout seul. Et hop, on le plonge dans l'eau froide et il reprend sa forme initiale.
Les chercheurs de Cambridge vont encore plus loin. Ils rêvent déjà à tout ce que l'on pourra faire en combinant ces nouvelles avancées technologiques. Un téléphone flexible fabriqué en plastique à mémoire de forme. Baptisé Morph, il sera ultra résistant, auto-nettoyant et sa forme sera complètement modulable. On pourra se l'enrouler autour du poignet comme un bracelet. En plus, il se rechargera tout seul grâce au soleil. Le plastique, ce sera vraiment fantastique. Voilà, nous espérons que ce Quoi neuf du côté du plastique a fait tomber des clichés. Vous l'avez vu, le plastique n'est pas toujours artificiel, il peut être issu de ressources naturelles. Le plastique peut être bio et parfois beau. Et il est le plus souvent recyclable et dégradable. Mais attention, c'est à vous d'être vigilant. Il n'y a pas du plastique, mais bien des plastiques. Je vous donne rendez-vous sur france3.fr pour retrouver toutes les informations concernant cette émission. Quoi de neuf, c'est l'innovation, mais c'est surtout une nouvelle façon de penser. À dans 15 jours. Si l'on mettait le temps du plastique en musique, on y perdrait son temps de temps en temps en y gagnant des sous et des bijoux. Il n'est peut-être pas trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard.